Dans cette interview de 1995, Bernard de Montréal et Daniel Ménard discutent de la violence morale et sociale présente dans la société. Bernard de Montréal annonce qu'il prévoit d'écrire un livre sur la psychologie évolutionnaire qui sera à la fois occulte et compréhensible pour tous. Ils abordent ensuite le thème de la violence et de la morale sociale. Daniel Ménard fait remarquer que la société est imprégnée de violence à travers la musique, le cinéma, les médias, etc. Il se demande s'il existe un remède pour neutraliser cette violence. Bernard de Montréal explique que la violence est liée à l'absence d'identité et que l'homme recherche cette identité à travers la violence. Il souligne que le vide social actuel pousse l'homme à réagir de manière animale pour se sentir exister. Selon lui, la violence découle du fait que l'homme moderne a perdu sa connexion avec les valeurs morales et sociologiques d'antan. De plus, depuis l'ère de la télévision, l'image et le son ont acquis une valeur monétaire, ce qui a contribué à la dégénérescence de la société. Dans cette discussion, l'intervenant parle de l'énergie astrale qui est présente dans l'industrie du cinéma et de la musique. Il affirme que si l'on supprimait la violence visuelle et sonore de ces arts, la violence sociale diminuerait. Il voit cela comme une rupture des formes de notre civilisation qui permettrait aux individus de se reconnecter à leur spiritualité primitive et éventuellement de découvrir une spiritualité plus évoluée. Il estime que la violence est inévitable et qu'elle évolue constamment, s'adaptant à la capacité de l'homme de s'y habituer psychologiquement. Il mentionne qu'il y a une valeur à la violence car elle permet à l'individu de se libérer de l'autoritarisme. Cependant, il met en garde contre le danger de la violence, notamment dans le cas des jeunes qui peuvent être absorbés par l'égrégore de la violence s'ils n'ont pas suffisamment d'identité. Il explique que pour éliminer la violence, il faut chercher à l'éliminer au niveau individuel et que sur le plan collectif, il y aura toujours des mécanismes sociaux pour la contenir. Il mentionne également que la violence est présente dans la musique, les films et la société en général, même si les gens ne la voient pas toujours car elle ne les touche pas physiquement. En conclusion, l'intervenant affirme que la violence continuera d'exister et d'évoluer, mais que les individus doivent développer suffisamment d'identité pour ne pas être affectés par elle. Dans cet extrait d'une conversation, Bernard de Montréal discute du sujet de la violence et de la sensibilité chez les individus. Il affirme que la violence peut être présente même dans des situations apparemment anodines, comme un comportement impoli ou agressif d'une personne envers une autre. Cependant, il souligne que la sensibilité à cette violence est souvent plus faible chez les jeunes ou ceux qui sont moins conscients de leur propre identité. Bernard de Montréal explique également que lorsque la masse devient insensible, les âmes des individus se connectent inconsciemment, formant ainsi ce qu'il appelle l'égrégore de la masse. Cela peut conduire à un renforcement de la violence, surtout lorsque des événements violents se produisent, comme les conflits raciaux aux États-Unis. Il affirme ensuite que le manque d'identité individuelle est souvent à l'origine de la violence et des conflits collectifs. Les personnes qui ont une forte identité ne sont pas impliquées dans de tels conflits. Il précise qu'il parle en tant qu'individu et non en tant que conseil pour les autres. Enfin, il souligne que l'identité individuelle est essentielle pour vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres. Si les êtres humains avaient une identité solide, cela entraînerait des changements significatifs dans la civilisation terrestre, y compris les formes de gouvernement. Cependant, Bernard de Montréal souligne que l'identité reste un sujet occulte et complexe. Et n'est pas une invention humaine, mais plutôt une relation entre notre nature planétaire et notre nature cosmique. Lorsque nous entrons dans cette réalité, nous ne pouvons plus vivre notre expérience de la même manière. Cela signifie que nous ne pouvons pas participer à la violence, ni la soutenir ou la créer. Cela devient ainsi un problème d'identité. Il est important de se pencher sur la situation des jeunes qui cherchent une identité sociale, en raison du schisme ou du déchirement de la conscience sociale entre les années 40 et 90. Les jeunes ont besoin d'une identité sociale car ils n'ont pas d'identité psychique. Si nous avions une identité psychique, nous n'aurions pas besoin de chercher une identité sociale. L'identité sociale est fondée sur l'approbation des autres et peut conduire à la marginalisation si l'on ne se conforme pas. Si nous avons une identité psychique, nous sommes capables de remettre en question des situations qui ne nous conviennent pas et de prendre des décisions en fonction de notre propre vibration. Cependant, il est important de prendre en compte le contexte social dans lequel nous vivons, où la violence peut établir sa loi. Dans une société où la violence est présente, un individu qui s'individualise psychiquement peut être amené à se retirer de certains courants idéologiques qui ne lui conviennent pas. Il est essentiel de trouver un environnement social qui correspond à notre identité psychique.
La question de savoir si un être ayant une identité psychique doit naturellement s'extraire de son environnement est mal posée car elle sous-entend une attitude mentale préétablie. Lorsque l'homme devient conscient, il s'exclut automatiquement en fonction de son identité. Il ne faut pas dire à un jeune vivant dans un milieu difficile de s'en échapper car il a les capacités nécessaires pour y vivre. Cependant, si son niveau de conscience évolue et qu'il en prend conscience, il sera naturellement amené à s'exclure de cet environnement. Il est important que ce soit une conséquence de son évolution plutôt qu'une attitude mentale. L'exemple d'une communauté New Age à Hawaï est donné, où des personnes plus âgées vantent les bienfaits des drogues à une jeune fille consciente qui, grâce à son identité, parvient à ne pas succomber à ses tentations. L'identité joue un rôle essentiel dans la vie d'un individu, notamment dans une société violente comme la nôtre, où ceux qui n'ont pas d'identité ont du mal à trouver leur place. Les individus qui se sentent comme des numéros dans la société cherchent une identité et pensent que la société leur doit quelque chose. Cependant, l'auteur soutient que l'homme a en lui-même les ressources nécessaires pour se sortir de cette situation. Il souligne que le problème de se sentir comme un numéro est le manque de communication avec ceux qui numérotent, tels que les médecins, les militaires ou les politiciens. Ce manque d'identité conduit à une relation étrange avec ces figures d'autorité et à des comportements rébellions. L'auteur affirme que ceux qui ont un manque d'identité sont à l'origine de la violence et cherchent à obtenir une autorité par d'autres moyens. Dans cet extrait, il est discuté de l'influence des individus et des leaders sur la conscience collective. L'exemple de Rodney King en Californie est donné pour illustrer comment la conscience des Noirs a été déclenchée et comment ils ont cherché à ne pas être considérés comme un simple numéro. Il est souligné que les gouvernements et les masses ont des rôles distincts, les gouvernements ont le pouvoir de contenir les mouvements de masse, tandis que les masses peuvent seulement détruire sans avoir la capacité de construire ensemble. Il est également mentionné que l'identité sociale est maintenue par des chefs ou des sous-chefs, et que les constitutions nationales jouent un rôle important dans la conservation de cette identité sociale. Au Québec, il est noté qu'il y a une recherche d'identité sociale et que les individus devront choisir entre le oui et le non, créant ainsi différents niveaux d'identité. La notion selon laquelle le conflit et la violence existent toujours lorsque les gens prennent position est également abordée. Malgré cela, il est affirmé que la violence peut être réduite dans des pays bien organisés, mais qu'elle est inhérente à la polarité et à la relation d'un individu avec la société. Enfin, il est suggéré que l'auteur, étant objectif grâce à sa fusion, est capable de voir les avantages des deux côtés dans des débats tels que le oui et le non au Québec. Lorsqu'on est objectif, il est difficile de prendre position car on se contente d'étudier les différents aspects d'une situation. Prendre position implique de favoriser ses propres avantages plutôt que ceux de la collectivité. Par exemple, lorsqu'on regarde l'Allemagne nazie, on peut reconnaître les atrocités commises contre les Juifs tout en analysant les aspects militaires et culturels de l'époque. On ne peut pas juger objectivement car cela fait partie de l'expérience humaine et du karma planétaire. L'objectivité nous permet de nous placer au-dessus de l'histoire et de ne pas polariser nos émotions et notre intellect. L'individu utilise sa volonté individuellement tandis que l'individu inconscient utilise sa volonté socialement à travers les contraintes de la société. La psychologie évolutionnaire consiste à se connecter à ses propres idées créatives, indépendamment de ce que pense la société. Pour y parvenir, il faut être individué et ne pas être piégé par le besoin de toujours avoir raison. Dans cet extrait, Bernard de Montréal explique sa vision de l'identité humaine. Pour lui, le taux vibratoire de chaque individu détermine son identité et ne dépend ni de l'intellect ni de la psychologie. Il affirme que l'angoisse et les souffrances des jeunes, des vieux et des personnes en mariage ou en amour proviennent d'un manque d'identité. Il soutient que quand on est dans son identité, il est impossible d'être malheureux, même en cas de souffrance. En revanche, ceux qui manquent d'identité cherchent à endoctriner les autres pour se donner du caractère et avoir l'impression de maîtriser quelque chose. Bernard de Montréal considère que l'identité est occulte chez l'homme et que son développement permet d'accéder à la parole libre. Il affirme également qu'une personne avec une forte identité est consciente du phénomène de domination et l'a traversé pour le dépasser. Et réel d'une personne n'a pas de tendance à dominer les autres, car cela ne fait pas partie de sa nature intrinsèque. La domination est associée au plan astral et est considérée comme satanique, car elle empêche l'individu de grandir et de se développer de manière harmonieuse. Au contraire, l'identité réelle se base sur la force intérieure de l'individu qui lutte contre les forces occultes et les dominations. Un initié est considéré grand lorsque sa capacité à lutter contre ces forces occultes
est reconnu. Une fois qu'il a surmonté ses forces, il devient un serviteur de l'humanité, et la relation entre lui et les autres devient fraternelle. Il est donc essentiel pour l'homme de ne pas se laisser dominer par les forces occultes afin d'appartenir à une nouvelle race humaine. Cependant, il est possible pour un individu d'accéder à son identité réelle même s'il n'est pas conscient des forces occultes, mais cela dépend des différents niveaux de l'identité. Ainsi, l'exemple d'Hitler est utilisé pour montrer qu'il avait une conscience des entités occultes, mais qu'il était manipulé par ses propres forces négatives, ce qui a conduit à sa destruction. En conclusion, l'identité réelle d'une personne doit être créative et constructive, et il est important de dompter les forces occultes pour éviter d'être destructeur. Il semble que l'auteur soutienne que l'homme doit finalement affronter sa réalité et qu'il est engagé dans une guerre avec des entités invisibles. Si Hitler et Himmler avaient combattu ces entités, l'Allemagne n'aurait pas connu la guerre telle que nous la connaissons. L'auteur affirme être en guerre avec ces entités et les avertit qu'il se battra de l'autre côté s'il l'utilise contre sa volonté. Il affirme également que l'homme finira par maîtriser les forces solaires et qu'une fois qu'il aura compris la guerre, il pourra atteindre la paix et connaître l'émergence d'une régence planétaire. L'auteur mentionne également un film sur l'autopsie d'extraterrestres et souligne l'incertitude quant à la véracité de ces informations. L'interlocuteur exprime son manque d'intérêt pour les histoires d'extraterrestres et les interventions planétaires. Il affirme ne pas avoir d'émotion ni d'imagination, et il estime qu'il n'a pas besoin de constamment se poser des questions sur des sujets étranges ou transhistoriques. Il préfère vivre sa vie sans se laisser perturber par de telles préoccupations et estime que si les extraterrestres existent vraiment, ils viendront à lui de leur propre initiative. Il conclut en disant qu'il ne cherche pas constamment des réponses et qu'il n'est pas intéressé par ces sujets.